Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Après l'Italie, la Hongrie ou la Slovaquie, le triomphe de l'extrême droite aux élections néerlandaises a provoqué une onde de choc. On parle d'un séisme électoral, une percée historique qui jette un coup de froid en Europe à moins de 7 mois des élections européennes qui pourraient être marquées par une nouvelle poussée des forces eurosceptiques. Le leader du Parti de la Liberté, Geert Wilders, est même allé jusqu'à promettre pendant sa campagne un référendum sur le Nexit, sachant que les Pays-Bas sont l'un des pays fondateurs de l'Union européenne. Encore faut-il qu'ils réussissent à former une coalition de gouvernement. Un pari qui n'est pas encore gagné, mais en attendant, à l'approche des élections européennes de juin 2024, cette percée des partis d'extrême droite en Europe inquiète et fait craindre un bouleversement possible des équilibres au Parlement. Ils sont trois gouvernements européens d'extrême droite actuellement au pouvoir en Italie, en Hongrie et en Slovaquie. L'extrême droite progresse également en Suède, en Allemagne, en France, en Espagne, mais aussi en Pologne, en Slovaquie, au Danemark, en Finlande et en République tchèque. Et puis en Pologne, les partis de droite tentent de former encore une coalition pour se maintenir au pouvoir. Comment expliquer cette montée fulgurante de l'extrême droite en Europe? Quels risques pour l'avenir donc des futures élections en juin? Nous allons en parler ce soir avec nos invités. Leïla Fethi, bonsoir. Vous êtes professeure à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Également sur le plateau, Monsieur Rachid Achachi, vous êtes consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir et merci. Merci d'être avec nous ce avec soir. Grand plaisir. Et avec nous également Monsieur Tarek Labi, vous êtes correspondant de Médien TV à Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc nous allons commencer par ce constat d'extrême droite, deuxième force politique dans plus d'un tiers des pays européens. Comment expliquer cette progression fulgurante donc de l'extrême droite en Europe? Je commence par vous, Leïla Fethi. Moi, je pense que les circonstances étaient prévisibles, en fait. Rendre cette victoire tout à fait prévisible. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui se passe en Europe. On a souvent des vagues de partis comme ça, de petits partis, qui ensuite arrivent à gagner des sièges. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là et comment on fait pour faire sortir l'Europe de ce labyrinthe dans lequel elle se retrouve à chaque élection, dès lors qu'il y a une crise qui se constitue à l'extérieur, dans le cadre, par exemple, d'une politique extérieure, ou bien d'une géopolitique un petit peu instable, ça donne en fait cette plateforme pour des partis extrémistes justement de gagner un certain nombre de sièges. Maintenant, ce qui arrive en Hollande est aussi révélateur d'un phénomène, d'une sorte de vague au niveau européen, vous l'avez dit dans votre édito, mais il y a encore des voies de sortie face à cela, parce que je pense, et on en discutera certainement, l'extrême droite a poussé beaucoup pour pouvoir gagner ses places, mais pour l'instant, les autres camps sont toujours en position de passivité. Il n'y a pas eu de réaction réelle par rapport à cette montée-là. Donc, tout est à jouer dans les prochains mois. Tout est encore à jouer, donc pas de réaction pour l'instant. Et qui se fait attendre d'ailleurs, Monsieur Achachi? Que pouvez-vous nous dire de la situation actuelle, cette montée fulgurante de l'extrême droite? Comment l'expliquez-vous? Alors la montée n'est pas contingente, elle est structurelle et il y a différents éléments, des variables lourdes qui permettent de l'expliquer. Il y a premièrement l'un des grands points de départ, c'était la crise de 2007-2008. On se souvient à l'époque, on avait eu une montée fulgurante autant de l'extrême droite que de l'extrême gauche, comme en Grèce et ailleurs, en Espagne avec Podemos, etc. Pourquoi? Parce que la crise crée un climat d'angoisse, un manque de visibilité, une perte de repères, qui est de nature à permettre à des mouvements porteurs d'un certain discours politique, un discours de facilité, de critique radicale du système, de défense du peuple, de prendre le pouvoir. Mais après, le fait est que ces mouvements-là, n'ayant jamais eu l'expérience de l'exercice du pouvoir, se retrouvent être incapables de mettre en pratique ce discours irréaliste dans la plupart des cas, et finissent par perdre le pouvoir et se replier sur une opposition qui est une position confortable, parce qu'on peut critiquer sans apporter la preuve. On peut dire que c'est ce qui s'est passé en Pologne en ce moment? La Pologne, c'est un peu plus compliqué. La Pologne, c'est un pays qui, pendant très longtemps, a échappé à la dynamique historique européenne, puisqu'il a été intégré dans le pacte de Varsovie. Donc, c'est un pays qui n'a pas connu toutes les mutations sociétales, culturelles qu'a connues l'Europe occidentale. Et donc, on a projeté une Europe qui était restée profondément conservatrice et catholique dans une Europe qui ne l'était plus. Et de ce fait, il faut faire très attention, parce que quand on parle de l'extrême droite en Pologne ou en Hongrie,
il ne faut pas tomber, alors pas dans l'anachronisme, mais dans l'anatopisme, c'est-à-dire projeter des grilles de lecture occidentales sur des pays qui ne le sont pas. En Hongrie, Orbán n'est pas considéré comme l'extrême droite, il est considéré comme une droite classique traditionnelle. Pareil pour la Pologne. Mais par contre, du point de vue de l'échiquier français ou allemand, etc., ça sera perçu comme étant l'extrême droite. Mais il y a la crise, il y a l'inflation, il y a des facteurs très objectifs, des facteurs structurels et de longue durée qui favorisent l'émergence. Et puis le deuxième élément, je vais m'arrêter là parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est que l'Union européenne en tant que telle, en tant que structure, favorise ce type de mouvement. Parce que quand on a un mouvement de gauche classique ou de droite classique qui arrive au pouvoir et qui s'est engagé au niveau de promesses électorales, eh bien, il ne possède quasiment aucun des leviers de souveraineté pour les réaliser. La monnaie, il ne la contrôle pas, c'est l'euro. C'est à Francfort, la Banque centrale européenne. Les frontières, il ne les contrôle pas, c'est Schengen. Le droit, il ne le contrôle pas, parce qu'il y a une primauté du droit européen sur le droit national. Et donc, au final, il se retrouve avec uniquement le levier budgétaire. Et là encore, il y a le traité de Maastricht, convergence, ne pas dépasser un déficit de 3%. Justement, on va parler de souveraineté et donc, tout à l'heure. Quand on délégitime la droite et la gauche traditionnelle, naturellement, on ouvre un boulevard aux extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Absolument, Monsieur Labi. Je m'adresse à vous. Que pouvez-vous nous dire sur cette montée de l'extrême droite? Comment l'expliquez-vous? Oui, sur cette montée de l'extrême droite, c'est vrai que la mondialisation a entraîné dans son sillage une longue succession de crises économiques, de bouleversements sociopolitiques majeurs, ce qui a créé d'ailleurs des conditions du retour en force de courants politiques particulièrement régressifs. Alors aujourd'hui, les nombreux partis et ces mouvements d'extrême droite du continent européen présentent quelques différences, c'est vrai, mais ils ont tous des traits communs, notamment leur conservatisme social très marqué, leur rejet de l'immigration, on en parlera sans doute tout à l'heure, et leur nationalisme. Et puis de manière plus large, le succès de cette extrême droite s'explique aussi par la disparition des clivages traditionnels gauche-droite qui se sont un petit peu effrités depuis la fin de la guerre froide. Il faut rappeler aussi que la présence de l'extrême droite en Europe, c'est pas nouveau, mais ce qui l'est un peu plus, c'est sa généralisation. L'extrême droite inquiète parce que la plupart du temps, ces dirigeants rejettent cette démocratie représentative et ces institutions, en plus de s'opposer aux droits et aux libertés individuelles, le cas de la Hongrie, de la Pologne, des États où des gouvernements ultra-conservateurs sont au pouvoir, qui sont guère rassurants d'ailleurs, et puis partout en Europe, les partis nationalistes ou d'extrême droite ont le vent en poupe et s'appuient sur des fondements sur lesquels on reviendra tout à l'heure, le rejet de l'immigration, la xénophobie, cette rhétorique aussi anti-système et qui est quand même hostile aux partis politiques traditionnels. Donc, Monsieur Labi, vous parlez de conservatisme, de rejet d'immigration, aussi de xénophobie, de nationalisme. Je me tourne vers vous, Madame Leïla Fethi. Que peut-on dire des points communs justement de ces partis, puisqu'il y a des distensions qui existent au sein de ces mêmes partis? Peut-on parler d'une même extrême droite en fonction des pays, justement? Alors, peut-être il faudrait revenir à une question de définition, parce qu'on a tendance, dès lors que l'on regarde l'extrême droite, à utiliser des termes comme populisme, fascisme, un petit peu comme si tous valaient dire la même chose. Justement, que veut dire le populisme? Alors, le populisme, ce serait en fait d'avoir des actions très populaires en vertu du peuple, en fonction du peuple, donc en fonction des attentes du peuple. On lance un discours qui sera attractif pour une population qui est qui est justement assez vulnérable à ce type de discours. C'est un peu le peuple contre l'élite. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que Milei présente en fait en Argentine, qui est aussi en fait un acteur émergent de l'extrême droite, qui justement se présente comme ce trublion anti-système qui se veut contre une élite, qui veut chasser en fait les mêmes têtes, etc. Donc on a cette idée-là. Mais en revanche, ce qui se passe en Europe, c'est un peu plus différent, parce qu'il n'y a pas vraiment cette question de chasser les vieilles têtes, puisque même au sein de l'extrême droite, ce sont eux-mêmes des vieilles têtes. Ce sont des personnes qu'on retrouve depuis très longtemps. Si on regarde par rapport à la France, par exemple, le Front National, c'est limite une dynastie familiale. Aujourd'hui, le Rassemblement National avec Marine Le Pen. Exactement. Donc, par rapport à votre question, aujourd'hui, ce qui se passe en Europe, donc la question du populisme, elle est très intéressante parce qu'on a un facteur nouveau avec justement les réseaux sociaux, la diffusion de certains messages qui permettent à certains messages d'être diffusés plus facilement entre populations, entre États. Donc il y a une forme de caisse de résonance qui se produit d'un populisme à l'autre. Donc le populisme, en résumé, c'est vraiment ce discours proche du peuple. Mais en revanche, dès lors qu'on parle de fascisme, là on s'intéresse un petit peu plus à des règles d'application.
on rentre dans une forme d'autoritarisme et on voit qu'il y a des éléments anticonstitutionnels qui sont présentés par ces partis, qui sont même à l'encontre même des valeurs de l'État et de la règle de droit, et qui font que ce parti-là vraiment se démarque même des autres partis politiques. Et justement, est-ce qu'ils se démarquent tous de la même manière, M. Achachi ? Non, il y a des points communs et puis il y a des points de divergence. Alors le point commun entre la plupart des mouvements populistes de droite, parce qu'effectivement, tout à l'heure j'avais dit qu'il y a des mouvements populistes de gauche, il y a même des mouvements populistes qui se revendiquent ni de gauche ni de droite. Je rappelle qu'Emmanuel Macron et le mouvement En Marche est un mouvement populiste. Il a été fondé sur un discours de rupture, un discours de renouveau, en se disant ni de gauche ni de droite, par-delà le clivage. Donc toutes ces tentatives d'échapper au clivage relèvent également du populisme. Alors le point commun, c'est que la plupart des extrêmes droites que l'on peut intégrer dans le populisme sont toutes ultralibérales sur le plan économique. Et on n'a pas une qui soit réellement souverainiste. Même Marine Le Pen, à l'époque, avec, j'ai oublié le nom de son conseiller de l'époque, avait voulu aller vers le côté souverainiste, protectionniste, un peu, Absolument. etc. Ça a pas, et sortie de l'euro, ça n'a pas marché. Et puis elle est revenue vers le discours ultralibéral qui était celui de son père, en réalité. Donc c'est le point commun. Le deuxième point commun, mais dans la pondération, on va changer d'une région à une autre, c'est le discours anti-immigration, le discours identitaire. Donc une forme de conservatisme sociétal au niveau des valeurs, de rejet des valeurs libérales progressistes entre mille guillemets, et qui va être beaucoup plus présent dans les pays nordiques, qui va être un peu moins présent ou autrement présent dans les pays méditerranéens, mais c'est également un dénominateur commun. Après, les divergences, ça va être sur des questions plus constitutionnelles, c'est-à-dire quitter l'euro, ne pas quitter l'euro, quitter l'Union européenne, ne pas quitter l'Union européenne. Et quelque part, l'Union européenne, c'est un peu le Rubicon pour la plupart de ces mouvements-là. C'est-à-dire qu'ils sont radicaux au maximum, mais dès qu'ils atteignent la question de quitter l'euro, quitter l'Union européenne, ils font marche arrière parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur base populaire et leur base électorale si jamais ils entament une réelle sortie avec l'Union européenne. Et là, le débat entre Marine Le Pen et Macron, le premier débat a été un cas d'école. Là, toutes les extrêmes droites ont compris qu'il ne faut pas aller sur le terrain technique, économique, sur quitter l'euro, quel impact, parce qu'ils ne le maîtrisent pas, tout simplement. Absolument. Mais dans le cas des Pays-Bas, il y a cette promesse de quitter justement l'Union européenne. Mais qui ne sera jamais réalisé. Dans les faits, très probablement. Après, tout est possible. Après, il y a un autre niveau, c'est le niveau géopolitique. Là, on a des différences. Et le dernier point, je vais m'arrêter là. Des divergences de fond. On a des extrêmes droites pro-américaines, proches des néoconservateurs américains, pro-israéliennes, anti-russes, etc. Et puis, il y a des extrêmes droites qui sont plutôt philo-russes, du côté de la Russie, contre l'hégémonie américaine au niveau de l'Europe, comme en Slovaquie, alors l'Italie, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le cas. Donc, au niveau géopolitique, il y a des divergences de fond entre les différentes extrêmes droites. Absolument. Et Monsieur Labi, comment, selon vous, en est-on arrivé là ? Je pense que la force de l'extrême droite et sa capacité d'influence ont considérablement évolué. C'est en quelque sorte le résultat, l'aboutissement d'une dynamique de normalisation, entre guillemets, ou de dédiabolisation entreprise par les formations qui appartiennent à ce courant politique, afin de briser ce qu'on appelle le plafond de verre électoral, ou comme ici en Belgique, briser le cordon sanitaire des partis d'extrême droite qui ont réussi cette opération séduction de normalisation et qui ont bénéficié d'un accès au pouvoir exécutif au niveau national en Europe occidentale. Tel a été le cas, on a parlé tout à l'heure de l'Autriche, aussi l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, etc. Les extrêmes qui ont également bénéficié des crises successives en Europe. Il y a eu la crise sanitaire, on le sait, la guerre en Ukraine, la crise énergétique et là aussi la paupérisation d'une large frange de cette société européenne, tout un pan de la société qui ne croit plus, en tout cas aux promesses et aux projets des partis traditionnels qui semblent aujourd'hui appartenir, en tout cas selon eux, à un autre temps, ces franges grandissantes de la population. On parle donc d'une troisième voie, comme le disait M. Achachi tout à l'heure. C'est une troisième voie. Sans aucun doute, on semble en tout cas se diriger, je dirais ça au conditionnel, cette partie de la population qui n'est non seulement déçue par la politique ou les promesses non tenues des gouvernements en place, elle constate que ces gouvernements, de gouvernement en gouvernement, leur situation se détériore, les gens ne voient plus le bout du tunnel et en plus, à ce repli sur soi, il faut ajouter ce refus d'accepter l'autre, issu notamment ici en Europe de ce qu'on appelle la diversité, le migrant, mais pas que des pays du Sud, mais aussi des pays de l'Europe de l'Est, des gens qui viennent de Roumanie, de Hongrie et de Pologne, tous ces éléments mis ensemble, je pense, les poussent dans les bras des partis de l'extrême droite, des partis qui appuient justement sur ces cordes sensibles pour asseoir progressivement leur pouvoir.
Des partis qui appuient donc sur ces cordes sensibles, comme vous venez de le dire, et à travers certainement un discours. Parlez-nous de ce discours. Alors justement, dans le cadre de Geert Wilders, il a justement développé un discours qui était, comme on l'a dit, anti-système. Donc il s'est appuyé sur des scandales en interne pour justement casser cette confiance entre l'État et les citoyens. Donc les citoyens les électeurs n'ont plus aucune confiance par rapport aux anciennes têtes politiques. Donc, Monsieur Achachi nous disait à l'instant que les partis d'extrême droite, même si elles font des promesses, on n'est pas sûr qu'elles ont les capacités de pouvoir de les tenir et de les respecter, sachant qu'on a aussi des partis traditionnels de droite et de gauche qui ne respectent pas leurs promesses. Donc finalement, que croire? Peut-il vraiment y avoir une réelle différence si on se penche vers les extrêmes? Mais c'est là où aussi il faut comprendre la raison de ce vote, en fait. Quitte à avoir un système qui ne fonctionne pas, autant tester un nouveau système. Donc c'est ça ce que les électeurs veulent faire, mais aussi peut-être cette idée de changement, de vouloir casser un petit peu, de faire table rase du système et ensuite le reconstruire. C'est pour ça que j'avais aussi introduit mon intervention par rapport à cette continuité historique dans l'Union européenne, en Europe, par rapport à l'extrême droite, et la manière dont justement, en fait, il y a des vagues. On va dans un moment d'extrême, et ensuite on en ressort. Et on en ressort avec un nouveau paysage politique. On essaie de reconstruire donc, ce socle institutionnel. Donc l'Europe aime se faire du mal pour ensuite se reconstruire. Maintenant, encore une fois, la nouvelle donne par rapport au contexte actuel, c'est de voir comment est-ce qu'on peut maintenir, non, comme M. Lahaby l'a souligné, un cordon sanitaire qui n'est pas toujours maintenu dans tous les États. Donc en Hollande, ce cordon sanitaire n'existe plus. Il y a des partis politiques qui avaient initialement dit « nous n'allons pas faire de coalition avec le PVV » et qui maintenant sont beaucoup plus ouverts à cette position par un jeu de calcul politique. Mais c'est aussi de maintenir un cordon sanitaire entre États européens. Parce que ce qu'on a vu, par exemple, en Irlande, avec les marches de la haine, on a vu en fait que même s'il n'y a pas de parti d'extrême droite per se, même s'il n'y a pas un groupe qui est présent au niveau des institutions, il y a eu quand même cette capacité d'un certain discours de pouvoir être véhiculé dans les rues et de pouvoir justement créer des dommages dans la rue, quoi. Donc il faut maintenant pouvoir faire en sorte que cette caisse de résonance en interne, donc ce discours sur l'immigration, sur la crise, sur l'Ukraine, sur la guerre en Palestine, etc., n'affecte pas tous les États et au final, dès qu'on arrive à éteindre un feu d'un côté, il se rallume de l'autre côté. Et justement, M. Al-Chachi, comment expliquer la normalisation de ce discours qui est extrême? Il y a eu un phénomène de double convergence. C'est qu'au fur et à mesure que les pays européens étaient intégrés dans cette machine européenne qui est bâtie autour de la logique de subsidiarité, c'est-à-dire que les prérogatives montent de plus en plus vers Bruxelles et que les États-nations perdent de plus en plus ces prérogatives, et quelque part, face au discours séducteur de l'extrême droite, la droite s'est extrémisée, pour ne pas perdre son électorat, en même temps que l'extrême droite s'est normalisée. Donc il y a un phénomène de rapprochement et de coagulation entre la droite conventionnelle qui tend vers l'extrême droite et l'extrême qui tente de se normaliser, d'où le fait que l'on a vu même dans le discours par exemple de Macron parler de sécessionnisme musulman avec un vocabulaire plutôt d'extrême droite et l'extrême droite qui adopte un discours de plus en plus modéré en tendant vers la droite. Chacun cherchant quelque chose qui lui est propre, la droite cherche à garder son électorat et l'extrême droite cherche à accéder et à intégrer l'arc républicain et le jeu électoral. Pour la gauche, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, Lahaby l'a rappelé tout à l'heure, avec l'effondrement de l'Union soviétique, la gauche conventionnelle s'est littéralement vidée de tout contenu idéologique. Et donc, il n'y a que l'extrême gauche qui peut avoir un capital de séduction. Mais le deuxième élément le plus important, c'est le rôle qu'ont joué les médias. Oui. Effectivement, qui ont contribué à la normalisation de ce discours-là, qui n'est pas totalement infondé. Je veux dire, il faut comprendre qu'il y a de vrais problèmes, mais après, il y a le fait de fantasmer ces problèmes et de surexagérer les problèmes. L'immigration, il y a un certain nombre d'aspects problématiques liés à l'immigration. Il ne faut pas le nier. Il y a certains problèmes liés à une élite, effectivement, qui n'est pas fondamentalement démocratique, mais qui est au pouvoir. Il y a un problème de légitimité. Les gens qui sont à Bruxelles ne sont pas élus et décident pour les États. Et dépassent la souveraineté nationale. Donc il y a de vraies problématiques, mais qui sont surexagérées par l'extrême droite pour des raisons tout simplement électorales. Mais les médias ont eu un rôle extrêmement important, notamment les médias privés.
Parce que les médias ne flottent pas dans le ciel, il y a un capital derrière, il y a des gens derrière, avec des visions politiques derrière. Macron n'est pas tombé du ciel, il a été projeté par les médias parce qu'il y a une volonté de faire parvenir cette personne-là à la tête de la France pour travailler un certain nombre d'intérêts, une certaine vision. Il y a également, puisqu'on est dans l'actualité, un certain lobby pro-israélien qui favorise à travers certains médias un discours anti-musulman en créant un parallèle entre la situation face aux Palestiniens et la situation face aux musulmans en Europe. Et il y a même une admiration chez beaucoup d'extrême droite européenne du modèle israélien, qu'ils voient comme étant un modèle parfait de militarisme identitaire contre des musulmans barbares qui sont en fait les mêmes que l'on a chez nous en Europe. C'est ça le parallèle qui est établi. Et je vais poser la question à M. Labi. C'était un discours qui était plutôt antisémite qu'on observait en Europe. Aujourd'hui, c'est l'immigration et l'islam qui sont les cibles donc, des extrêmes droites. Comment expliquer donc, cette tendance qui a changé et pourquoi cet acharnement contre l'islam? Oui, mais alors, je pense que la religion musulmane cristallise depuis longtemps ici les représentations négatives à l'encontre de ses pratiquants. Et le thème de l'islam apparaît en tout cas aujourd'hui comme rassembleur aux yeux d'une partie de l'opinion publique et du monde militant d'extrême droite. Certains partis, comme celui de Geert Wilders, vos invités l'ont évoqué aux Pays-Bas, le vainqueur des élections, on a fait même un leitmotiv. Son parti, le Parti de la Liberté, s'est présenté clairement pendant sa campagne comme un parti anti-islam. Dans son programme, quand on cherche un petit peu, outre les mesures protectionnistes et anti-Union européenne, Wilders propose d'interdire carrément l'entrée aux Pays-Bas de ressortissants de certains pays à majorité musulmane, de fermer les mosquées du pays et même d'interdire la vente du Coran. Alors, d'une manière plus générale, ces idées de l'extrême droite sur l'islam se focalisent, à mon avis, sur, disons, l'incompatibilité supposée entre la présence musulmane et les fondamentaux de la civilisation européenne, sans oublier aussi, et c'est un élément important, qu'à l'extrême droite, le combat contre l'islam s'est progressivement superposé au rejet des immigrés. Absolument. Pardon, j'aimerais juste ajouter par rapport à ça et justement sur la question de l'immigration. C'est vrai que c'est tout le temps, on en parle tout le temps comme si c'était un problème. Donc il y a une menace, d'ailleurs même dans la proposition du nouveau pacte sur l'immigration européen, qui sera d'ailleurs décidé en 2024, en février je pense 2024, il y a cette question d'une Europe menacée par une immigration. Mais il y a une erreur en fait, on se pose la mauvaise question finalement, parce qu'au lieu de voir l'immigration comme un potentiel... Une opportunité à saisir. Une opportunité à saisir. Parce qu'il y a un besoin. Et actuellement, il y a un besoin, mais bon, on ne va pas répondre au problème, au déficit démographique par l'immigration. Mais en revanche, on pourrait capitaliser sur l'immigration sur le plan économique. On pourrait développer des mesures qui permettraient en fait justement de développer l'économie des États avec cette nouvelle masse de travailleurs ou de personnes motivées à venir sur le territoire. Mais au lieu de faire ça, on le voit comme un groupe d'individus qui sont là à vouloir utiliser le système européen, donc tout le pacte il est axé sur cette dimension-là, faire en sorte de limiter un maximum les possibilités pour un migrant d'utiliser et d'exploiter le système. Et par rapport aussi à l'élément du parallèle entre antisémitisme et islamophobie, je trouve que ce qu'il a été intéressant de faire, c'est certainement pas la question de la judaïcité qui est discutée, mais c'est le sionisme en fait. C'est ça la vraie question au cœur de ce parallélisme. On met sur le même plan l'islam avec une autre forme d'extrémisme politique et on les met sur le même niveau en se disant, voilà, c'est la seule solution pour combattre cet extrême islamiste, ce serait un autre extrême. Et c'est là où il y a une erreur de rhétorique en fait, qui est posée et qui ne fait qu'amplifier les problèmes. On ne les met pas tout à fait au même niveau, dans le sens où pour l'antisémitisme, on ne pourrait pas se permettre de dire certaines choses qui sont dites quand on parle des Arabes, en France par exemple, ou de l'islam. N'est-ce pas, M. Achachi? Oui, alors en fait le problème c'est qu'on a une extrême droite qui historiquement effectivement est porteuse d'un certain discours antisémite, mais qui très rapidement s'est trouvé de nouveaux juifs que sont les musulmans. C'est-à-dire une nouvelle minorité fragile sur laquelle on peut se défouler sans qu'il y ait d'effet de retour. Et elle est passée vers une forme d'admiration du modèle militariste israélien. Je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit par Mme Fthi, c'est qu'il y a une forme d'alliance avec un autre extrême contre ce qui est perçu comme l'extrémisme musulman. Alors l'autre extrême, c'est quoi ? Il
faut nommer les choses, c'est le judaïsme politique. C'est une forme de, quand on dit islam politique. Donc il n'y a pas de problème à en parler dans les médias, tout le monde en discute, il y en a qui le critiquent. Et également un judaïsme politique de droite, porté par des figures très médiatisées, on revient à la question des médias, comme Éric Zemmour, comme Bernard-Henri Lévy, dans le cas français, qui deviennent les véhicules de cette normalisation, de cet extrême, sous couvert de menaces d'antisémitisme. C'est que si vous critiquez Éric Zemmour de manière virulente ou Bernard-Henri Lévy de manière virulente, vous êtes l'objet d'un anathème qui est celui de l'antisémitisme. Et donc, caché derrière cet anathème, on peut nourrir tranquillement un discours anti-islam, anti-musulman, en établissant le parallèle des barbares. C'est-à-dire, il y a les Palestiniens, c'est les barbares là-bas, nous avons les mêmes. Et donc, on a un front commun entre sionistes d'un côté et entre extrême droite de l'autre. Alors, ce n'est pas le cas de tous les intellectuels juifs. Moi, je parle de certains intellectuels juifs qui adhèrent au sionisme radical, militariste d'extrême droite de Netanyahou à travers des élus comme Meir Habib et comme d'autres qui sont des radicaux, des fous furieux, c'est-à-dire des extrêmes droites israéliennes présentes en Europe. Mais il y a des gens de l'extrême gauche, d'origine juive, etc., qui portent un discours totalement opposé. Heureusement qu'il y a cette dialectique-là. Il ne s'agit pas de parler d'une communauté dans sa globalité, mais de certaines composantes. Et donc aujourd'hui, on a la victime parfaite, c'est le monde musulman. Par contre, j'ai un petit point de désaccord par rapport à la question de l'immigration. L'immigration aurait pu être perçue par tout le monde comme étant un point positif si elle avait été inscrite dans une stratégie globale dès le début. Or, on a vu que la première vague d'immigrés était vouée à retourner dans le pays d'origine. C'était une main-d'œuvre, tout simplement, importée. Puis, on a autorisé le rapatriement familial afin de pérenniser cette main-d'œuvre bas marché. Et puis, petit à petit, le discours de la gauche a fait que le coût du travail a commencé à surenchérir. Et on se retrouve aujourd'hui avec une situation où on a une partie des immigrés qui est intégrée, assimilée pleinement, et qui payent les impôts, qui travaillent, qui adhèrent globalement aux valeurs des nations où ils habitent. Mais on a une partie des immigrés qui n'est pas intégrée, qui n'est pas assimilée et que l'on pousse, malgré elle, vers une forme de communautarisme concomitante à une forme de chômage structurel où on a environ 10% de chômeurs dans des pays comme la France. Et donc, aller expliquer à un Français paupérisé dans une région désindustrialisée quand on a tout délocalisé en Chine et qui est obligé d'habiter avec une population qui a des codes différents, une vision du monde différente et même une haine du pays dans lequel il se trouve, eh bien, il faut accueillir l'immigration comme étant une bénédiction pour le pays. C'est très compliqué de faire parvenir ce message-là, sachant qu'il y a 10% de chômeurs. Donc déjà, il faut puiser dans cette réserve de 10% de chômeurs avant d'aller puiser dans l'immigration. Parce que les gens qui défendent l'immigration en général sont de bonne foi. Mais les gens qui sont derrière et qui rendent possible l'immigration n'y voient que de la chair, pas à canon, mais de la chair à travail. C'est-à-dire une mise en concurrence des travailleurs avec les travailleurs pour tirer les salaires vers le bas. Et l'extrême droite joue sur cette complexité, cette ambivalence, en cherchant à simplifier au maximum le discours et à dire que l'immigré est problématique et un ennemi uniquement parce qu'il est musulman, uniquement parce qu'il est étranger, en évitant de parler de toutes les élites qui ont été responsables de la communautarisation d'une partie des immigrés, de la non-assimilation d'une partie des immigrés, et qui est responsable de la paupérisation de toute l'Europe. Justement, Monsieur Lahabi, que pouvez-vous nous dire sur la responsabilité de cette élite aujourd'hui, dans la situation actuelle? Je pense que l'élite est un petit peu dépassée par les événements, et puis la banalisation de ces partis qui tentent d'avancer l'idée qu'ils ne sont pas différents des autres. Certaines droites radicales européennes sont bel et bien en train d'acquérir cette audience et cette respectabilité qui faisait défaut en polissant parfois leur discours pour faire comme si. Et puis plusieurs partis aussi populistes de droite ont adopté un discours social qui appelle à une régulation de l'État et l'introduction aussi des thèmes centraux du discours de l'extrême droite dans les partis du pouvoir. Ce sont des partis en perte de vitesse aujourd'hui qui cherchent à puiser, je pense, à mon avis, dans ce nouveau vivier de voix pour espérer faire carrière, à mon avis, lors des prochaines échéances électorales européennes notamment. Je pense qu'on va y revenir. Des partis donc en perte de vitesse, comme vous venez de le dire, mais comme vous le savez, il y a également une frange de la société qui n'est pas forcément contre les immigrés, qui n'adopte pas forcément un langage qui soit xénophobe, qui n'est pas forcément nationaliste, mais qui se tourne tout de même vers ces extrêmes droites. Est-ce qu'on peut parler, Madame Leïla Fethi, de vote de rejet ou de protestation? Je ne dirais pas de rejet, mais je dirais de demande d'action. On le voit par exemple aussi à l'électorat des agriculteurs. Ils ne sont pas forcément contre le migrant, ils travaillent avec notamment aux Pays-Bas. Notamment aux Pays-Bas, mais aussi maintenant en France, de plus en plus, on voit un discours extrême qui commence à s'insérer justement au niveau des groupes d'agriculteurs. Et c'est juste en fait cette notion de vouloir agir. Donc là,
où ça demande à ce que les partis d'extrême droite se positionnent très clairement aussi sur les questions écologiques et les questions climatiques. Souvent, ils sont sceptiques. Souvent, ils sont très sceptiques. En l'occurrence, avec la Hollande, il est extrêmement sceptique. Et c'est là où il y aura peut-être un moment de rupture, que voilà, il y aura eu ce vote, mais au lendemain de la fête, les gens vont se réveiller et vont se rendre compte que finalement, c'était un programme creux qui n'avait aucune disposition concrète qui pouvait les aider, parce que les agriculteurs pourraient également utiliser l'Europe, mais l'Europe s'est fait usurper par des lobbies en l'occurrence, et n'a pas agi pour les agriculteurs. Comme mais il y a ce une qui s'est passé possibilité, il y a une justement pour le opportunité. Brexit. Exactement. Et le lendemain du vote, les gens se sont réveillés et se sont dit finalement, mais qu'est-ce qu'on a fait, quelles vont être les conséquences pour nous? Et actuellement, il y a de plus en plus d'études qui mettent en avant les pertes de gains liées au Brexit, au lendemain du Brexit. Donc, il y a toute cette question maintenant de comment vous avez demandé une question sur les élites. Je pense que les élites, en fait, elles doivent vraiment se renforcer. Il n'y a pas aujourd'hui d'élite. Il y a des individus qui agissent pour des comptes personnels, mais ensuite, ils n'agissent pas ils ne représentent pas une population réelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils arrivent à faire la girouette aussi rapidement. Dès lors qu'il y a un parti qui commence à émerger, hop, on va commencer à lui faire du pied et puis à se dire, tiens, ça pourrait m'intéresser de rentrer dans ta coalition. Mais ils ne peuvent pas changer les choses. Ils n'ont aucun des leviers pour changer les choses. Quand vous ne contrôlez pas la monnaie, quand vous ne contrôlez pas les frontières, quand vous ne contrôlez même pas votre armée parce que vous faites partie de l'OTAN, donc vous n'avez pas une autonomie stratégique à l'international, vous êtes tenu par des carcans qui vous empêchent réellement de tenir les plus belles promesses du monde. C'est quand même un problème fondamentalement structurel qui joue en faveur des extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Là, on est dans une réelle crise profonde. Mais une crise institutionnelle. C'est pas un phénomène passager. Tout à fait. C'est la crise des démocraties nationales qui ne sont plus en réalité des démocraties, parce que tous les leviers du pouvoir sont montés très haut au niveau de Bruxelles, et donc on a une approche contemplative de la politique, où effectivement on gagne les élections, mais on ne peut pas faire grand-chose, à part bidouiller un peu les lois de finances et jouer sur le levier budgétaire, et qu'il y a des limites. Et puis rapidement, pour le vote contestataire, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on va, par exemple, Marine Le Pen qui fait 35 ou 40%, il est évident que 40% de l'électorat du Rassemblement national n'est pas xénophobe, raciste, etc. Il y a une grande partie qui procède d'un vote contestataire, d'un vote anti-Macron davantage qu'il ne serait en réalité un vote pro-Marine Le Pen. Mais le problème, c'est que l'extrême droite, en même temps, elle dérange la droite parce qu'elle lui pique un peu son électorat, mais en même temps, elle l'arrange parce qu'en simplifiant le discours au maximum, ça évite de pointer les vrais responsables, c'est-à-dire de manière complexe et de manière pointue, etc. Et puis un petit désaccord par rapport au Brexit. Effectivement, les pro-Brexit avaient un discours qui en apparence était populiste dans la méthode. Mais dans le fond, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, pas au nom du populisme, mais au nom du libéralisme. Winston Churchill avait dit, dans un échange un peu virulent avec De Gaulle, il lui aurait dit « À chaque fois qu'on aura à choisir entre le continent et le grand large, on choisira toujours le grand large. » C'est par déficit de démocratie au niveau de l'Union européenne que les Britanniques ont voulu quitter l'Union européenne. C'est pour préserver leur système parlementariste, leur liberté économique. Donc c'est une forme de populisme libéral, on va l'appeler comme ça, qui a fait que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Absolument, Madame Fethier, vous vouliez rebondir sur les propos de M. Achachi? En fait, juste par rapport à l'Europe, en fait, il se peut aussi que maintenant, avec cette vague et cette présence un petit peu dans tous les États de partis d'extrême droite, on voit aussi une transformation de l'Europe. Donc l'Europe ne va pas être vouée à disparaître, mais elle va s'adapter et se transformer. Il faut voir par exemple la présence des factions d'extrême droite ou les groupes d'extrême droite ou de droite qui sont très présents. Je crois qu'il y en a 7 sur les 12 qui sont plus orientés vers la droite. Et l'idée qui est menée par Marine Le Pen est un des 6e groupes dans le Parlement européen. Donc ils vont avoir un pouvoir très important, d'autant plus que le Parlement européen, c'est celui qui nomme le président de la Commission européenne, qui détermine quelle va être l'orientation de l'Europe, comment on va appliquer les traités, etc. Justement, Monsieur Leby, quelles seraient les conséquences de ce qui se passe actuellement sur l'avenir de l'Europe, selon vous, avec les élections qui arrivent en juin 2024 ? Bon, en tout cas, les extrêmes droites en Europe sont globalement, on sait, eurosceptiques, parfois europhobes, et à minima, elles sont favorables à une Europe beaucoup plus, disons, intergouvernementale, avec la volonté de respecter la souveraineté des États qui la composent. La Hongrie, dirigée par le Fidesz d'Orban et les autres membres du groupe de Visegrad, ont déjà l'habitude de challenger un petit peu les institutions européennes. Et pour l'Europe, en plus, ce sera le test, les prochaines élections, l'année prochaine,
tous les cas, si les forces pro-européennes du Parlement de Strasbourg, si on met tous ensemble les conservateurs, les socialistes, les centristes, les Verts, s'ils recueillent moins de 50% des voix en juin prochain, l'Europe pourrait devenir ingouvernable et les éventuels succès à venir de l'extrême droite laissent entrevoir, disons, un glissement du centre de gravité de la politique européenne et un pouvoir de nuisance encore accru de cette extrême droite. Et puis à noter au passage, il y a une réunion des chefs d'État et de gouvernement européens ici à Bruxelles les 14 et 15 décembre, je pense, qui aura valeur de premier test, puisque les 27 doivent en principe y prendre des décisions très importantes, stratégiques, comme celle d'ouvrir ou non les négociations d'adhésion avec l'Ukraine ou de revoir le budget pour intégrer une aide de 50 milliards d'euros pour Kiev d'ici à 2027. Un premier test, à mon avis, à suivre. Des discussions qui pourraient s'avérer difficiles avec justement la montée de l'extrême droite. Monsieur Achachi, quelles sont les implications de cette montée de l'extrême droite justement sur la cohésion sociale, donc en Europe, et la diversité culturelle? Ce serait très compliqué à gérer. Parce qu'on a souvent tendance à présenter les extrêmes droites comme étant porteuses de valeurs chrétiennes européennes, ce qui n'est pas vrai du tout. Quand on voit déjà leur mode de vie, des leaders d'extrême droite, c'est des modes de vie très libertins, très hédonistes. Ça n'a rien du prêcheur catholique qui passe ses nuits à prier Dieu dans l'église. Mais on utilise ces fétiches-là, des fétiches chrétiennes, comme étant un alibi. Mais au fait, on a une Europe déracinée, qui a un fond anthropologique chrétien, mais qui n'est plus chrétienne, et qui est confrontée par une logique de contraste à des populations d'origine étrangère, encore attachées à leur spiritualité, à leur religion, avec bien sûr à la marge des gens un peu déviants, comme dans toutes les communautés. Et donc, au fait, on est en train de créer un clivage au sein de la société européenne qui est en train de fracturer les schémas de solidarité nationale sur des bases qui sont mensongères. Parce qu'il n'y a pas un clash des civilisations, une rivalité entre les communautés sur le plan religieux. On a une partie de l'électorat qui est en perte de repères, qui est en paupérisation et qui se rattache au discours de l'extrême droite comme un discours rassurant, comme une forme d'antidépresseur ou d'anxiolytique. Et de l'autre côté, on a une majorité d'Européens d'origine immigrée qui sont pleinement intégrés, mais que l'on pousse vers la marge en cherchant à les extrémiser afin de justifier ce discours anti-musulman. En parlant de discours, justement, vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi le facteur de l'inflation qui rentre en jeu, le pouvoir d'achat. Les Gilets jaunes, ce n'était pas un mouvement islamiste radical, c'était pas un mouvement... C'est pas les talibans, les Gilets jaunes. Il y a aussi un électorat qui se tourne vers l'extrême droite, justement, pour ces raisons-là, qui sont plutôt économiques. Tout à fait, mais il se trompe. Parce que l'extrême droite n'aura pas les moyens de régler le problème. Parce qu'on ne peut pas, comment on dit, Dieu se rit des gens qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une extrême droite qui, sur le plan géopolitique, défend des choses qui vont contre l'intérêt de leur nation. Par exemple, dans le cas de l'Allemagne, la compétitivité allemande est fondée en grande partie, pas uniquement, était fondée sur l'énergie pas chère, c'est-à-dire sur l'énergie russe, notamment le gaz, etc. Et aujourd'hui, on voit l'Allemagne mener une politique qui va contre ses intérêts, à travers la rupture de l'approvisionnement énergétique, en nourrissant l'inflation. Et donc, on a des extrêmes droites en Europe qui sont alignés sur la géopolitique américaine contre les intérêts de leur pays et qui prétendent devant leur électorat « nous allons régler les problèmes dont on est à l'origine en partie » en défendant cette politique pro-américaine et anti-européenne. Donc moi, je ne m'inquiète pas trop. C'est-à-dire même si demain, tout le monde vote pour l'extrême droite, ça ne fera pas grand feu. Ça tiendra 4 ans, et puis ça s'essoufflera. Parce qu'on constatera objectivement qu'ils sont d'une médiocrité fondamentale du point de vue de la gestion économique et politique. Pour le moment. Vous savez, on a eu la même chose dans nos contrées avec les mouvements islamistes, fréristes, etc. Tout le monde disait « Ah, il y a une virginité politique, ils n'ont jamais été au pouvoir, on va les tenter ». On les a tentés, on a vu ce que ça a donné. Dans la plupart des pays arabes, une incompétence chronique, ils n'ont jamais été au pouvoir, ils ne savent pas comment gérer un ministère, ils ne comprennent rien à la monnaie, rien au commerce international. Et finalement, on en est sorti globalement, dans la plupart des pays arabes. Il y aura le même phénomène. Il y aura effectivement une fièvre, une poussée fiévreuse de l'extrême droite ou de l'extrême gauche peut-être aussi, mais à la fin, on retrouvera un nouvel équilibre, qui ne sera pas l'équilibre précédent de la droite et de la gauche, et du clivage qu'on connaissait pendant des décennies, mais on trouvera un nouvel équilibre qui peut-être permettra de refonder une nouvelle cohésion sociale. Mais maintenant, effectivement, je comprends les Maghrébins qui s'inquiètent, les Européens d'origine maghrébine qui s'inquiètent, je les comprends parfaitement. On va en parler tout à l'heure. Monsieur Labi, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Monsieur Chahachi? Vous pensez qu'il va y avoir un nouvel équilibre aussi, s'il y a une montée de l'extrême droite? Alors, je ne vais pas faire de la prospective politique, je ne suis pas d'ailleurs un spécialiste, je m'en tiens d'abord essentiellement aux faits dont on dispose, c'est que ces mouvements ne sont pas, c'est vrai, uniformes, mais globalement, l'extrême droite est aujourd'hui
davantage présente dans les assemblées parlementaires européennes qu'elle ne l'était il y a 15 ou 20 ans. Et puis, au cours de ces 2 dernières décennies, plusieurs formations politiques d'extrême droite ont pris part à l'exercice du pouvoir. Ils savent comment ça marche. Et selon vous, est-ce que la démocratie serait menacée avec cette montée d'extrême droite ? Je pense qu'elle serait réellement menacée parce qu'ils ont déjà l'exercice du pouvoir, soit, disons, indirectement en soutenant un gouvernement minoritaire, soit directement en intégrant parfois une coalition gouvernementale. Et en plus, ce qui est sûr, c'est que l'influence de l'extrême droite sur les processus publics de décision s'en est trouvée ainsi sensiblement plus importante. Je pense que le test grandeur nature, ce seront les prochaines élections européennes qui nous donneront sans doute matière à jauger et à juger le réel pouvoir et la réelle dimension de l'extrême droite en Europe. Madame Fathi, aujourd'hui on parle d'une démocratie illibérale. Oui. Quand on parle d'extrême droite, pouvez-vous nous parler de ce terme exactement ? Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Je pense que ça va être aussi la référence à toutes ces règles inconstitutionnelles qui sont en fait finalement axées sur ce populisme et qui, même si jamais on fait on prône pour un système démocratique, donc représentant d'un peuple, mais c'est le représentant d'un populisme. Donc finalement, on se base sur des valeurs plutôt conservatrices, comme il a été dit. Je ne sais pas si cette notion dont c'est à ça que vous faites référence. Oui, absolument. Ouais. Oui. Donc ça va être dans ce sens-là, mais encore une fois, comme M. Achachi l'a souligné, ces partis d'extrême droite poussent pour un programme ultra-libéral. Et quand on voit, par exemple, vraiment, le cas argentin est très intéressant dans ce sens-là parce que ce personnage est très dans la dramaturgie, donc on arrive bien à voir comment il se développe et le discours qu'il est en train de développer. Et il développe un discours ultra-libéral, donc qui n'a rien à voir, en fait, avec cette notion de vouloir aider toutes les populations, mais au contraire, de se dire, on va, en fait, laisser chacun pouvoir... atteindre une forme de succès. Pardon, je suis en train de perdre mes mots, mais donc, dans un sens, cette idée démocratique européenne initiale qui était de se dire, voilà, on va renforcer des valeurs de cohésion, surtout que l'Europe s'est fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'idée, c'était de rétablir une démocratie qui s'éloignait d'une forme de conservatisme. Là, on retombe dans cet épisode-là, dans ce chapitre-là. Donc même par rapport à ce que vous avez dit, que va-t-il se passer pour les populations maghrébines aujourd'hui ? Comment se sentent-elles ? Ça va être très dur pour elles. Et c'est justement là tout l'enjeu qui va être porté aux prochaines élections, de faire exprimer à la population cette protection de valeurs. Il va falloir mettre en avant les valeurs qu'on veut protéger, malgré le vote de rejet, malgré l'insatisfaction, malgré cette conjoncture internationale qui s'impose à nous. Donc il faut pouvoir rétablir une forme d'équilibre. Et pour vous, M. Achachi, vous pouvez aller plus loin dans votre idée tout à l'heure. L'illibéralisme, alors j'ai des vagues souvenirs par rapport à l'origine du terme. Je pense que c'était un journaliste qui avait produit ce néologisme pour qualifier la démarche politique de Viktor Orban dans le cas de la Hongrie et qui après, par mimétisme, s'est diffusé dans tout le groupe de Visegrad qui regroupe également la Pologne et d'autres pays d'Europe centrale. Au fait, il désigne une idéologie qui considère que le libéralisme n'est pas un package qui englobe la totalité de l'État. C'est-à-dire, si on est libéraux, on l'est partout, au niveau de l'économie, de la politique, du droit, etc. Donc l'illibéralisme considère que le libéralisme doit être limité et enfermé uniquement dans le champ économique. Donc liberté de marché, liberté de circulation des marchandises, là on est pour en signe. Mais au niveau politique, il faut instaurer ce qu'on pourrait qualifier de démocratie autoritaire. C'est-à-dire on prend les mécanismes de la démocratie pour la rotation du pouvoir, mais avec une forte centralisation du pouvoir au niveau de l'exécutif et une primauté du politique sur le juridique. Et au niveau du sociétal, c'est plutôt le conservatisme et les identités chrétiennes hongroises, en l'occurrence. Donc il s'agit de segmenter. Et si on devait faire le parallèle, comme le dit Mme Fathi, avec ce qui se passe aujourd'hui en Amérique du Sud qu'en Argentine ? Le parallèle est un peu compliqué, déjà parce que le cas de la Hongrie, pourquoi l'illibéralisme est né en Hongrie et pas au Portugal et pas en Italie ? Parce que les Hongrois vivent le rapport qu'ils entretiennent à l'Union européenne comme étant un mépris de leur aspiration profonde. Quand on parle de la Hongrie, on parle d'un pays qui a été privé de sa souveraineté pendant des siècles et des siècles. Donc il est passé de plusieurs tutelles à plusieurs tutelles. L'Empire ottoman, l'Empire autrichien, puis l'Empire soviétique. Et puis en 1991, lorsqu'ils deviennent enfin libres, ils ont une telle soif de souveraineté, un tel attachement à la souveraineté, que pour eux,
Il ne s'agit pas de quitter la tutelle d'un empire pour entrer sous la tutelle d'un autre empire. Et donc ils s'intègrent à l'Union européenne dans leur esprit, dans une perspective uniquement économique. Mais dès qu'ils commencent à percevoir qu'il y a des contraintes, qu'il y a des obligations, qu'il y a un ensemble de règles qui doivent réformer pour coller à la vision européenne, et bien ils se disent finalement, elle est où notre souveraineté? Puisque dès qu'on la récupère, on est obligé de la redonner à nouveau. Et pareil pour la Pologne. La Pologne, on peut parler d'un sentiment anti-européen, et je m'adresse à vous, monsieur Delaby, un sentiment anti-européen généralisé aujourd'hui en Europe? Absolument, c'est le sentiment qui prévaut ici, mais je voudrais tout de même rebondir sur les derniers propos de M. Achachi sur ce cycle de l'extrême droite qui va sans doute dans plusieurs années disparaître, on l'espère tous, mais je pense que c'est aussi l'occasion pour l'Europe de s'interroger sur sa responsabilité qu'elle porte dans cette percée qui, d'une certaine manière, le reflet de son incapacité à convaincre les citoyens de la finalité de son projet. L'Europe devrait prouver sa singularité, étendre aussi ses compétences en matière de sécurité pour mieux satisfaire ce besoin de sécurité qui éprouve essentiellement aujourd'hui les citoyens européens qui ont, disons, perdu confiance. Enfin, les partis, disons, progressistes, démocrates devraient aussi se livrer à une, disons, difficile reconquête des territoires perdus, mais ça, c'est une autre histoire. On parle donc d'une Europe qui aurait plutôt échoué. Oui. Donc, dans ses objectifs et dans son objectif principal. Je reviens vers vous, Madame Fathi. Tout à l'heure, vous parliez d'Argentine. Oui. Et il y a aussi le Chili, il y a aussi le Pérou, il y a cette montée d'extrême droite qui se fait également là-bas. Et est-ce qu'on parle de la même droite exactement? Est-ce que c'est les mêmes idées? Est-ce que c'est les mêmes discours si on fait le parallèle avec l'Europe? Alors, il y a des parallèles à faire, mais aussi ceux-là vont être limités. Donc, par rapport à ce qui se passe en Amérique latine, bon, là également, on a tout ce discours de rejet par rapport aux différentes crises et à la manière dont elles ont été gérées. Ces crises ont amené ces États dans des crises économiques profondes, une inflation immense en Argentine qui fait que voilà, les gens voulaient voir justement un nouveau système être mis en place. Et donc Milei, lui, est un économiste à la base, donc il a des propositions très économiques, très axées sur l'économie. Et il va s'allier à des partis conservateurs. En fait, là, c'est pour sa part par opportunisme stratégique. C'est-à-dire qu'il a compris que les conservateurs ont cette force, ont cette capacité de pouvoir attirer des groupes, attirer une population autour d'eux, mettre en avant un discours qui sera tellement captivant pour une audience que forcément on va l'écouter. On n'est pas forcément d'accord, mais on va l'écouter. Et si on l'écoute, c'est plus facile d'influencer des électeurs. Donc il va s'allier avec des représentants conservateurs, et c'est là où en fait il va y avoir une forme de binôme. Lui en tant que tel, il utilise ça en termes stratégiques. Pour lui c'est un outil, c'est un instrument stratégique, et il va surfer sur ce type d'idéologie pour ensuite certainement le laisser tomber au bout d'un moment dès que ça ne l'arrangera plus. Absolument, donc une solution aussi de dernier recours pour les personnes en difficulté économique. Selon vous, Monsieur Achachi, quel est le rôle des leaders politiques, des organisations civiles et des citoyens dans cette lutte contre la montée de l'extrême droite? Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. On ne combat pas le symptôme, mais on combat la cause à l'origine du symptôme. L'extrême droite n'est qu'un symptôme. Elle n'est pas une variable autonome qui serait à l'origine de tous les maux de l'Europe. Mais elle est le produit d'une incapacité structurelle de l'Union européenne à garantir la prospérité pour les différents peuples européens en raison d'une idéologie plaquée sur le réel. Je rappelle que l'attachement de l'Union européenne à l'euro relève d'un attachement religieux. Moi, je me souviens de Mario Draghi qui parlait qu'il fallait sauver l'euro coûte que coûte. C'est-à-dire qu'il était prêt à sacrifier les économies européennes pour sauver l'euro. C'est-à-dire qu'on a une monnaie qui est dysfonctionnelle à l'époque. Ce n'était pas un problème de surendetter les États, de provoquer des crises économiques juste pour sauver l'euro. Donc il faut interroger ces questions fondamentales. Et donc en réglant le problème à la racine, on prive l'extrême droite de toute la rhétorique et de tous les alibis qui lui permettent de nourrir son discours. Et par rapport à l'Amérique latine, le problème se pose autrement. La question migratoire ne se pose pas de la même manière. C'est un problème migratoire interne. Ce n'est pas des populations allogènes qui viennent, mais c'est des circulations internes. Mais il y a deux variables à l'origine du basculement de l'Amérique latine, soit avec l'extrême gauche, soit avec l'extrême droite. L'extrême droite a déjà été au pouvoir à plusieurs reprises dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Ça prenait la forme de régimes militaires de type fasciste ou néofasciste. On l'a vu en Argentine, au Brésil, la dictature des généraux, etc. Les deux variables à l'origine de ces basculements sont d'un côté le voisin américain,
Pourquoi? Parce que durant tout le 19e siècle, l'Amérique latine était le précaré à travers la doctrine Monroe de l'hégémonie américaine, et même jusqu'au 20e siècle. Et donc, en interne, dans ces pays-là, on a des clivages qui apparaissent. Parce que ces pays, globalement, on peut les subdiviser pour simplifier en deux catégories. Il y a la masse, la majorité de la population qui est composée d'autochtones et de métis. Et il y a une minorité qui est plutôt blanche et descendante des anciens colons espagnols et portugais, dans le cas du Brésil. Vous remarquerez que quasiment, sinon tous les leaders d'extrême droite sont plutôt blancs et plutôt de morphotype européen, c'est-à-dire qu'ils sont descendants des anciens colons qui sont devenus les nouvelles bourgeoisies et les nouvelles aristocraties. Donc en fait, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est également un clivage en termes de catégories ethnoculturelles. Ce n'est pas le cas en Europe. Absolument, on va retenir ce dernier message, mais très rapidement, je vais vous donner quand même la parole à vous, Madame Fethi et Monsieur Labi, parce qu'on arrive au terme donc, de cette émission et que je veux vous donner l'occasion d'adresser un dernier message aux téléspectateurs. Eh bien, aussi de garder un œil sur cette Europe et de voir que aussi la politique interne d'un État se joue aussi au niveau externe. Donc, on a tout à fait une influence en gardant notre regard sur ce qui se passe en Europe, de pouvoir aussi l'influencer dans un sens comme un autre. Absolument. Donc... Merci, Monsieur Labi. Un dernier message, très rapidement. Oui, ces extrêmes qui prennent le pouvoir lentement mais sûrement. Alors, pour contrer cette, disons, offensive, il faudra puiser dans nos tréfonds, se livrer à une reconquête des territoires, des idées comme les luttes sociales, les luttes politiques, les luttes culturelles ou encore des luttes démocratiques plus concrètes. Merci à vous, Tariq Labi. Je rappelle que vous êtes correspondant de Média TV à Bruxelles. Merci à vous également, Leïla Fethi. Vous êtes professeur à l'Université Hassan II de Casablanca. Et Monsieur Rachid Achachi, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes consultant en géopolitique. On arrive au terme de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.